La civilisation japonaise est partie du riz, elle est basée sur le riz. Et le riz, la culture du riz vous oblige à avoir une grande intrication des gens les uns par rapport aux autres. Si le voisin ne laisse pas son eau couler chez vous, vous ne pouvez pas faire pousser votre riz. Donc c'est un peu ce symbole que je voulais décrire dans ce titre. J'ai voulu souligner cette incroyable tragédie par l'opposition entre l'océan, qui par nature est une force extrêmement puissante, et la rizière qui, en tout cas dans mon esprit, est un endroit paisible, où l'eau est stagnante, dans un enclos, où elle coule de temps en temps, et vous avez ces jolies pousses de riz vertes qui montent. Donc si vous voulez, c'était pour moi un peu la façon d'illustrer la terrifiante chose qui s'est passée de l'intrusion de l'océan dans un monde. Je me suis beaucoup déplacé à Quai-Seine-Nouma, cette petite ville, et c'est une personne qui m'a raconté que quand elle est retournée dans sa maison 3 jours après le tsunami, elle a découvert un requin de 2 mètres de long qui était dans sa maison. Et on oublie que l'océan n'est pas venu tout seul, il est venu avec tout ce qu'il y avait dedans. C'est un autre monde qui a envahi un monde où la vie était simple, finalement, relativement paisible, et c'est un monde très brutal qui a envahi cet autre monde. La rédemption, elle, c'est autre chose. C'est un autre personnage qui, lui, n'a pas vécu cette tragédie et qui découvre, au travers de cette famille, par un jeune garçon, qu'il faut avoir de la compassion. Moi, je crois qu'avoir la rédemption, c'est la compassion qu'il apprend. Et je voulais, par ailleurs, après la description de cette tragédie qui est totalement inimaginable, amener une petite lueur d'espoir. Parce que les Japonais eux-mêmes ont une grande capacité à la résilience. Et je voulais l'exprimer au travers de cette rédemption, comme vous le dites. Je voulais exprimer leur courage, leur dignité, leur capacité à recommencer. Et pour moi, le symbole le meilleur, c'était effectivement d'amener cet autre personnage à se remettre totalement en question et à se plonger dans ce monde qui se reconstruit, ou qui va essayer de se reconstruire. Nous étions dans 2 mondes totalement différents, à peine 300 km de distance. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté Tokyo, et alors encore plus loin, l'ouest du Japon, où c'était, pardonnez-moi l'anglicisme, business as usual. Et de l'autre côté, vous aviez cette absolue tragédie où tout a disparu. Des villes entières, des familles entières, des histoires de vie, des traditions, tout a disparu. Et ces 2 personnages, en fait, sont un peu la représentation symbolique de ces 2 mondes qui sont, étrangement, alors qu'on est sur un pays petit, étroit, tellement éloigné, en fait. D'un côté, cette tragédie absolue, et de l'autre côté, la vie de Tokyo, qui n'a pas souffert du tout de ce qui s'est passé. La première mémoire de tsunami remonte aux années 800, c'est quand même très très loin. Et dès les années 800, il y a des stèles qui vous disent n'allez pas plus loin, c'est dangereux. Si vous voulez survivre, restez au-delà de cette pierre, en deçà de cette pierre. Et effectivement, c'est aussi un petit peu, le Japon a redécouvert que, au travers de cette histoire, on perdait la mémoire de notre civilisation aussi. Ça va beaucoup plus loin que de dire attention, là il y a danger, il faut se mettre plutôt là que là. Il y a cette espèce de symbolique de mais finalement nous avons perdu notre âme. Parce que nous avons perdu le respect des ancêtres, parce que nous avons perdu l'habitude d'écouter les ancêtres et de les respecter. Il y a eu ce très fort sentiment au Japon. Ce qui m'a beaucoup frappé quand je me suis rendu dans la zone, et je me suis rendu très souvent, et assez tôt après le tsunami, c'est qu'au-delà de cette espèce de drame, si vous me permettez l'expression, en écran géant, au-delà du fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille, ils n'ont pas perdu que ça. Ils ont perdu les strates qui ont fait leur histoire. Ils ont perdu leurs ancêtres. Ils ont perdu souvent les tombes de leurs ancêtres. Et donc, ces pins sont extrêmement symboliques. C'était une des
plus belles pinèdes du Japon tout le long du littoral. Il n'en restait qu'un et qui malheureusement est mort à la fin de l'année dernière. Ils n'ont pas pu le... Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de le sauver, ils n'ont pas réussi à le sauver. Le sel marin l'a tué. Et c'est une représentation de ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que au-delà de l'énormité, de la dimension biblique de cette tragédie, vous avez la disparition totale, à la limite même de votre identité, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur identité, parce que tous les gens autour d'eux ont disparu, parce que leur mairie a été emportée, et avec leur mairie, leur état civil. Et je ne pense pas qu'on se soit rendu compte de cela en regardant la télévision. On s'est aperçu que c'était énorme, que c'était monstrueux, on a eu beaucoup de compassion, mais on ne s'est pas rendu compte à quel point c'est effectivement tragique. Ce sont des villes entières qui ont disparu, et avec ces villes, la mémoire entière des populations de ces villes. Selon les rituels bouddhiques, il y a le passage de la mort, il y a ces 40 jours d'attente, au bout desquels on vous donne votre nouvelle identité, si vous voulez. Et ces 40 jours pendant lesquels les cendres sont chez vous. Elles ne sont pas dans un cimetière, elles sont dans l'hôtel de la famille. Et au bout de ces 40 jours, effectivement, on emmène ces cendres et pour la première fois, on va les mettre dans un cimetière et sous une stèle. Et ne pas pouvoir se livrer à ce rituel, c'est en fait laisser le mort en suspens, c'est laisser l'âme du mort en suspens et elle va être errante pour toujours. Et effectivement, ça a été un énorme drame que le fait qu'on n'ait pas pu procéder à ce rituel, soit parce qu'il y a des gens qui étaient morts avant et dont les urnes étaient à la maison a été emportée, soit parce qu'après la tragédie, on n'a pas pu faire les crémations parce que les lieux de crémation ont été emportés aussi, et on a été obligé d'enterrer à la va-vite, dans des fosses communes, hélas, beaucoup de gens. Et donc, pour les familles, pour ceux qui restent, c'était un autre choc aussi que de ne pas pouvoir aider l'âme à passer ce cap des 40 jours qui lui permet d'atteindre l'apaisement et le dépassement. Le dépassement est un autre état qui est très important selon les rituels bouddhiques. Au Japon, on se touche assez peu, hein. On se salue, on ne se serre pas la main, on ne s'embrasse pas. Et une anecdote intéressante, c'est qu'après le tsunami, sur les derniers 6 mois de l'année, on a vu beaucoup de gens qui se sont mariés. Des gens qui avaient une compagne, un compagnon, qui vivaient parfois sous le même toit, mais parfois pas, qui se sont dit il faut qu'on crée le lien, il faut qu'on renforce le lien. Donc il y a eu un petit boom de mariage au Japon. C'est anecdotique, mais en même temps c'est très révélateur de cette découverte au travers de cette tragédie de la nécessité de resserrer les liens. Ce qu'ils ont appelé au Japon le kizuna. Le kizuna, c'est le lien. Renforçons nos liens. Pour survivre, soyons ensemble. Ces 3 camarades de lycée, bon, c'est des camarades de lycée, mais pas forcément très proches, qui se retrouvent du fait de cette tragédie plongés dans un environnement qui les oblige à se resserrer, à se tenir plus que les coudes, à se tenir l'âme, à se sauver l'un l'autre. Mais on a vu beaucoup ça au Japon. C'est une histoire vraie. Il y avait cette jeune femme dans une mairie qui n'était pas celle de Kesennuma, c'était un autre endroit, et qui, jusqu'à la fin, a tenu le micro pour dire aux gens « Sauvez-vous, le tsunami arrive, échappez-vous ». Et j'ai imaginé ce que pouvaient ressentir les membres de la famille qui avaient, eux, survécu et qui entendaient la voix de leur fille, de leur sœur, et qui se sont rendus compte qu'elle a été emportée, parce qu'elle a été emportée, cette jeune femme. On a retrouvé son corps 1 semaine plus tard. C'est une histoire vraie. Je dirais que les Japonais, eux, n'étaient ni héros ni salauds. Ils étaient effectivement face à quelque chose qui les dépassait totalement, et leur réaction était en fonction de là où ils étaient, au moment où ils l'étaient, et de leur environnement. Mais il y a eu des comportements absolument héroïques, notamment des forces d'autodéfense japonaises, de jeunes gens qui ne savaient pas du tout ce qui était advenu à leur famille, et qui pendant 8 jours, 10 jours, sans pratiquement dormir et manger, ont continué à aller chercher dans les décombres des survivants, etc., avant d'enfin savoir ce qui était arrivé à leur famille. Ça, c'est de l'héroïsme pur, c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre monde moderne. Il y a eu beaucoup de comportements comme cela. Mais
En ce qui concerne les victimes, il ne pouvait y avoir ni héros ni salauds. Vous étiez dans des conditions telles qu'elles dépassent totalement la capacité à contrôler vos comportements. Je crois que ça qui est important de réaliser, c'est qu'il y a des situations où j'ai traduit ça par vous n'avez plus le choix, mais où votre comportement vous échappe totalement. Tout est annihilé. La société n'existe plus. La civilisation disparaît. Votre environnement n'existe plus, donc il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Il reste la colonne vertébrale qui est cette extraordinaire capacité à la dignité, à la patience, au courage et finalement à la résilience, c'est-à-dire cette capacité à recommencer. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un pays où tout est prêt à disparaître. Vous avez des tremblements de terre, vous avez des tsunamis, vous avez des typhons, vous avez des glissements de terrain, vous avez des pluies torrentielles. Les maisons sont en bois, elles brûlent, elles sont mangées par les termites, elles s'écroulent au bout de quelques années. Donc on est dans la permanence, dans un état permanent d'instabilité, si vous voulez, au Japon. Et donc ceci, au fil des siècles, bien entendu, c'est dans l'ADN des Japonais, oserais-je dire, vous avez cette capacité au dépassement, et qu'on a tendance, chez nous en Occident, à appeler de la résignation. Ce n'est pas du tout de la résignation. Les Japonais ne sont pas des gens résignés. Quand on a vécu ce genre de choses, on peut très bien sombrer dans, peut-être pas la folie, mais dans une dépression chronique et qui vous entraîne dans une spirale qui finit mal. Or là, effectivement, j'ai voulu aussi terminer sur une note d'espoir, parce que cette tragédie est telle qu'il était nécessaire pour moi de montrer la résilience des Japonais au travers de cette note d'espoir. Et quand vous les rencontrez sur place, et je les ai beaucoup rencontrés sur place, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette capacité à être détaché de cette affreuse tragédie et de recommencer, de reprendre, de ne pas se laisser dépasser par les événements, si vous me passez l'expression. Ça m'a beaucoup marqué. Ces gens qui vous disent « j'ai tout perdu, donc maintenant je suis totalement détaché ». Il faut une sacrée force de caractère et une capacité à se projeter vers autre chose. Je ne crois pas que j'aurai cette force et cette puissance. C'est aussi un moyen de dire, mais finalement, tous ces biens matériels qui nous entourent et qui sont si importants pour nous aujourd'hui n'ont pas d'importance. C'est facile à dire, c'est moins facile à vivre.